Bonjour à tous et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Depuis le début de la pandémie de coronavirus qui continue de faire des ravages à travers la planète, des appels ont été lancés partout dans le monde pour davantage de solidarité dans la lutte contre l'épidémie. La lutte mondiale contre la pandémie est-elle dans la bonne voie et quelles sont les attentes, notamment des pays africains? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui par visioconférence depuis Caire nos deux invités. Mes vedettes, Adel Al-Madani, chercheuse et docteur en pharmacologie clinique au Centre national de recherche du Caire, et Nancy Ahmed Mamdour Hussein Abdalghani, traductrice en français et chercheuse en commerce international pour le ministère du Commerce et de l'Industrie égyptien. Bienvenue à tous les deux. Je vais commencer par mes vedettes. Alors, quel regard portez-vous sur la coopération internationale dans la lutte contre la pandémie jusqu'à présent? En fait, pour pouvoir vous répondre à cette question, il faut avoir une vue globale sur tout ce qui a été fait depuis le début de la pandémie jusqu'à présent. Et donc, oui, c'est vrai qu'il y a des coopérations internationales qui ont été mises en place et en fait qui existaient et qui continuent à être fonctionnelles jusqu'à présent. Et par exemple, notamment la comédiation de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est la coordinatrice dans le domaine de la santé globale et mondiale, et notamment enfin, pour les pandémies, dans le domaine de la pandémie. Et donc oui, il y a des coopérations internationales qui existaient, et c'est vrai qu'elles ne sont pas parfaites, mais ben, elles existent. Par exemple, prenons l'exemple du mécanisme COVAX. En fait, c'est un mécanisme très efficace, à mon avis, et qui permet d'avoir une égalité ou l'équité de la vaccination au niveau du monde entier, pour tout le monde, surtout pour les pays à revenus peut-être faibles. Et donc, en fait, ça permet de faire une sorte d'approvisionnement entre les pays riches et les pays pauvres. Et ça, c'est très bien. C'est un exemple, c'est un très bon exemple. Et en plus, dans le cadre de ce mécanisme-là, on peut voir que l'UNICEF, par exemple, a pu donner à peu près 2 milliards de doses de vaccins. Tous les pays, surtout les pays de revenus faibles, pour les pays africains, par exemple, qui ont bien profité de cette initiative-là. Il y a eu aussi d'autres initiatives de financement, par comme le fonds de solidarité qui a été initié par l'OMS en coopération avec l'Union européenne, et qui est assuré de financer les chercheurs pour avoir les outils nécessaires pour faire des recherches plus approfondies par rapport à l'origine du coronavirus. Et en fait, ce qui est vraiment surprenant de mon point de vue, la coopération qui a eu lieu entre les boîtes pharmaceutiques. En fait, dans la communauté scientifique, ça n'a jamais été arrivé de voir une telle coopération solide entre les différents, on va dire que ce sont des conquérants. Et cette coopération se manifestait bien, par exemple, pour la production du vaccin. On peut voir Pfizer qui a coopéré avec BioNTech. En fait, la Chine qui a donné sa carte génétique pour qu'on puisse fabriquer le vaccin. Et donc, il y a beaucoup de bons exemples qui prouvent qu'il y a une solidarité au niveau international. Cela dit, qu'il y a forcément des problèmes qui ont pu surgir
notamment au début. Par exemple, il y avait, si vous voulez dire, une sorte de repli nationaux de chaque État sur lui-même. C'était par exemple pour le cas de la fermeture des frontières entre les pays, entre les États. En fait, ça a dû faire des tensions entre quelques pays sur le niveau diplomatique, par exemple. Il y a aussi, aussi des pays qui ont détenu des principes actifs qui peut-être avoir un potentiel curatif pour le coronavirus et pour eux-mêmes, pour profiter de ce médicament pour eux-mêmes. Il y a peut-être des pays qui ont arrêté l'exportation de quelques médicaments, par exemple comme les antibiotiques, d'autres médicaments essentiels pour d'autres pays pour le traitement des maladies chroniques, par peur de ne pas avoir de réserve au cours de la pandémie. Et donc, il y a les deux côtés. Il y a le côté positif, il y a aussi le côté négatif. C'est vrai que c'est une situation inédite, si vous voulez, cette pandémie. Et quel est votre avis, Nancy? Pour répondre sur la même question, je crois que Médidette, elle a beaucoup couvert le domaine. Oui, il y a une coopération internationale pour vaincre ce genre de pandémie. Ce qui reste, à mon avis personnel en tant que chercheur, que assurer la distribution équitable en cas de vaccin, c'est-à-dire assurer que tout le monde est à la hauteur d'avoir ce genre d'aide. Alors, en tant que pays africain, il y a aussi des ravages et des médias qui disent peut-être le peuple ne peut pas prendre le vaccin parce qu'il y a des mythes qui disent que ce vaccin c'est mortel. Donc, nous devons renforcer en plus la coopération entre les pays internationaux en termes de mieux de recherche et en termes d'assurer une distribution équitable de vaccins. Donc, tout le monde c'est-à-dire ce chance d'avoir le vaccin et de savoir comment lutter, les précautions, des choses que, par exemple, les pays en voie de développement ne savent pas comment faire les précautions. Il y a beaucoup de pays africains qui ont déclenché c'est-à-dire la distance, ne mettent pas le masque, c'est-à-dire ce genre des choses doit être plus développé, mais en termes scientifiques, il y a beaucoup des efforts, il y a cette collaboration entre tous les labos et des collaborations scientifiques de savoir comment vaincre ce virus en tant que, c'est-à-dire scientifique. Mais Vidette, selon vous, quelles sont les voies à suivre si on veut organiser de manière vraiment efficace la lutte mondiale contre la pandémie? Il faut bien comprendre l'origine de ce virus-là. Il faut mettre des mesures de prévention pour lutter contre le virus et pour en fait prévenir d'avoir de futures pandémies. Il faut encourager la collaboration entre les boîtes pharmaceutiques et les laboratoires privés pour continuer à produire le vaccin. Parce que, par exemple, maintenant, dans le cadre du mécanisme COVAX, en fait, la Chine a été censée de fabriquer 50% des vaccins qui vont être distribués partout dans le monde. Et notamment, c'est bien clair qu'après cette crise-là, après le nouveau variant émergent à l'Inde, et donc ce serait très compliqué, en fait, de maintenir le mécanisme COVAX. Et donc, il faut bien avoir une stratégie ou bien un plan B pour récupérer la distribution de vaccins et bien s'assurer
qu'il y a une égalité de l'accès au vaccin pour tous les pays. Et on voit bien que, mais peut-être je voudrais continuer avec vous. Vous, en tant que professionnel, vous êtes au courant que, par exemple, la Chine a fait une déclaration sur la production de vaccins et sa volonté de distribuer les vaccins aux pays les plus démunis. Mais aux États-Unis, on voit que Joe Biden a demandé une enquête à son service de renseignement depuis les rapports sur l'origine du virus. Est-ce que vous avez au courant de ce qu'il a prononcé sur les vaccins pour les pays les plus démunis? J'ai pas trop d'informations là-dessus, malheureusement, mais au niveau, la Chine, en fait, elle a fourni précédemment une dose importante de vaccins à beaucoup de pays, comme par exemple l'Égypte fait partie de ces pays-là. On a reçu le vaccin chinois et mais je ne suis pas en fait, je ne suis pas au courant des dernières peut-être nouvelles ou dernières nouvelles en ce qui concerne les vaccins et la distribution des vaccins. Quelles sont les attentes aujourd'hui des pays africains pour la coopération internationale, surtout au niveau de vaccins, de traitements, de médicaments, Nancy? D'accord. Pour parler à propos des attentes des pays africains, je crois que j'ai lu que 56% des pays africains n'ont pas déjà protégé ou c'est-à-dire utiliser les services de précaution concernant le confinement. Donc, pour les pays africains, on doit avoir une disponibilité au niveau de vaccins. On doit avoir plus de mesures concernant les précautions pour les maladies infectieuses. Comment on pourrait faire pour mettre une distance entre les peuples, c'est-à-dire parce que c'est un peuple rural, donc tout le monde vit en village. C'est très difficile de faire des services de confinement. Donc, on doit avoir ce genre de médias qui donnent des informations valables pour tout le monde. On doit, comme nous avons déjà dit, assurer la disponibilité de vaccins pour tout le monde. Les pays qui ont déjà fait des expériences et ils ont produit beaucoup de vaccins, donc avoir une équitable distribution. L'OMS a déjà 200 institutions qui sont en service de ce genre de pandémie. Donc, on doit avoir des équipes qui vont sur terrain pour faire des échantillons et savoir comment lutter contre cette pandémie dans les pays en voie de développement. Donc, l'Afrique attend beaucoup d'efforts de la part de l'OMS, de la part de communauté internationale, surtout les pays déjà développés et déjà ont distribué le vaccin. Et c'est ce que je pense à l'heure actuelle. Alors, peut-être on va conclure avec vous en tant que personne qui travaille dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé, quelles sont maintenant vos attentes pour les attentes pour les pays africains dans le domaine de la lutte contre la pandémie? Comme Dr Nancy vient de le dire, la distribution équitable du vaccin, c'est primordial. En fait, le fait d'avoir une vaccination pour ce virus-là qui est à disposition de tout le monde, c'est très très important afin qu'on puisse contrôler cette pandémie-là. Je vous remercie beaucoup, Medivette et Nancy, d'avoir partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Le nombre de décès dans le monde liés à la Covid a dépassé 200 millions. Quelles sont les mesures prises par les gouvernements des pays européens? Quelles sont les principales différences entre ces mesures et celles prises par le gouvernement chinois? Comment les grands pays du monde vont-ils relancer leur économie en temps de crise sanitaire?
Comment expliquer leurs différences d'approche sur des questions comme l'origine du coronavirus ou la fabrication et la distribution des vaccins? Pour éclaircir toutes ces questions, j'ai le plaisir de m'entretenir par liaison vidéo avec Monsieur Zeno Casella, spécialiste de l'économie politique et historique, membre du Parti communiste suisse et membre du Parlement municipal de Capriasca. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous vivez en Suisse. Pourriez-vous nous dire quel est l'état de la situation actuelle en Suisse? Combien de nouveaux cas sont rapportés chaque jour? Et quelles sont les mesures prises par le gouvernement suisse pour lutter contre l'épidémie? Volontiers. Donc, merci déjà pour l'invitation à cette émission, à laquelle je participe très volontiers. Donc, en Suisse, la situation pour le moment est relativement stable, mais reste préoccupante. On a environ 2500 cas par jour depuis environ 3 semaines, ce qui, par rapport à notre population, fait que on a environ 400 cas chaque 100 000 habitants dans les 14 derniers jours. Donc, c'est une situation qui reste préoccupante. Les thérapies intensives sont relativement pleines. On a environ 3 quarts des lits en thérapie intensive qui sont occupés, un tiers desquels sont occupés par des patients Covid, duquel d'ailleurs le 90% sont des personnes non vaccinées. Donc, dans les hôpitaux, si la situation reste critique, on est face à une situation qui est loin d'être optimale. Par rapport à la couverture vaccinale dans notre pays, on est environ autour de 50%, donc il y a encore beaucoup d'espace d'amélioration. Et on a des mesures sanitaires qui sont en vigueur depuis longtemps. Donc on a des gestes barrières qui sont recommandés, on a le port du masque obligatoire dans la plupart des espaces publics. On a une campagne vaccinale que, comme je dis, en train de continuer. Et puis, depuis hier, c'est une nouvelle qui a été annoncée par le gouvernement. Il y a le pass sanitaire qui sera introduit dans la plupart des espaces publics, dans les restaurants, dans les bistrots, mais aussi dans pas mal d'espaces culturels et de loisirs. Donc, il y aura depuis la semaine prochaine une extension de l'emploi de ce pass sanitaire qui sera employé dans la plupart des espaces publics. Vous faites partie de la jeune génération, donc par rapport à ces mesures-là, quelle est l'attitude de vos amis et des gens autour de vous? Pour le moment, une bonne partie de la population a bien supporté les mesures. Elle a bien supporté aussi l'action de lutte contre la pandémie. Mais la population commence à être de moins en moins convaincue, de moins en moins disponible aussi à sacrifier une partie de ses libertés, de ses droits pour faire face à la pandémie. Donc, il y a un risque aussi de division au sein de la société, au sein des travailleurs. On commence à avoir des personnes qui étaient hésitantes à se faire vacciner, qui commencent à être de plus en plus titubantes face aux mesures de lutte contre la pandémie qui ont été prises par le gouvernement. Donc, pour le moment, la population a bien supporté l'action contre la pandémie, mais suite à l'introduction de ce pass sanitaire, il y a des risques effectivement de manque de soutien et de division au sein de la société. L'épidémie de coronavirus a démarré dans plusieurs endroits du monde il y a plus d'un an. Et pour contenir l'épidémie, le gouvernement chinois a mis en confinement la ville de Wuhan. Et est-ce que vous vous souvenez les réactions des pays européens de l'époque? Et est-ce qu'il y avait des mesures prises par les gouvernements européens alors? Et entre l'année dernière et aujourd'hui, est-ce qu'il y a comment évoluer les pays européens en termes des mesures de contrôle et de prévention de l'épidémie? Il faut dire déjà tout d'abord qu'au début de la pandémie l'année passée, en Europe, on était très préoccupé de la situation et même il y a eu une certaine réaction aussi de stigmatisation, voire carrément de xénophobie à l'égard de la population d'origine asiatique. Il y a eu une forte phénomène de xénophobie qui s'est diffusé, qu'on a essayé de contrer à niveau des partis. Notre parti s'est déclaré tout de suite contraire à ces formes d'agression. Il y a eu des véritables agressions verbales, mais aussi physiques, à l'encontre de personnes d'origine asiatique dans notre pays, mais dans toute l'Europe aussi, puisqu'elle était accusée de porter le virus avec elle, en fait, ce qui est absolument
absurde d'un point de vue sanitaire. Donc, au début, ça a posé ce genre de problème. Par la suite, quand la pandémie s'est diffusée en Italie d'abord, mais puis dans notre pays et notamment dans la région d'où je proviens, qui est à la frontière avec l'Italie, on a été vraiment en retard dans la gestion de la pandémie. Les autorités n'étaient pas du tout prêtes à gérer cette situation, donc on a pris des mesures qui étaient tardives, qui n'étaient pas adéquates à la situation. Il y a eu par exemple dans ma région le carnaval qui a continué pendant des jours et des jours, alors que la situation sanitaire imposait déjà des mesures de fermeture. Donc, au début de l'année passée, on s'est trouvé préparé face à cette situation. Les autorités n'ont pas été capables de gérer bien la situation, avec aussi des confrontations entre des niveaux institutionnels, par exemple les autorités régionales et l'autorité centrale, qui n'étaient pas du tout du même avis sur les mesures qu'il fallait prendre face à cette pandémie. Donc, après, la situation, ça s'est évidemment amélioré. On a compris euh, la difficulté de la situation et les enjeux que la pandémie mettait en cause. Donc, on a commencé à prendre des mesures de plus en plus drastiques. Mais c'est évidemment, on s'est trouvé dans une situation au début qui était très difficile. Donc, voilà, si j'ai répondu à votre question. Est-ce que vous êtes familier avec les mesures prises par la Chine pour lutter contre l'épidémie et comment jugez-vous les résultats obtenus par la Chine dans sa lutte contre l'épidémie? On a suivi évidemment la gestion de la pandémie en Chine, ce qui était très intéressant pour nous aussi pour comprendre quelles mesures il fallait prendre en Suisse et en Europe en général. Et on a été impressionné, je peux le dire, aussi par les mesures qui ont été mises en place. Évidemment, il y a eu quelques difficultés initiales au moment où il fallait comprendre de qu'est-ce qu'il s'agissait, quelle était la maladie qui était en circulation et comprendre quelles mesures il fallait prendre. Donc, évidemment, tout n'a été parfait depuis le début, mais quand la pandémie a été reconnue dans son ampleur, on a été impressionné par les efforts qui ont été mis en place. Par exemple, la construction d'hôpitaux dans 10 jours dans la ville de Wuhan nous a énormément impressionné, alors qu'ici, on était en train de monter les lits dans les hôpitaux pour savoir combien de personnes on pouvait soigner, alors qu'en Chine, les moyens qui ont été mis en place étaient impressionnants. Et ça, évidemment, ça nous a beaucoup touchés, mais aussi toutes les mesures aussi de soutien à la population, donc les personnes en quarantaine qui étaient soutenues par les autorités, par les membres du parti aussi. Toutes ces mesures nous ont évidemment impressionnés, alors qu'en Suisse, en Europe en général, on était loin de ces mesures. Et les résultats, évidemment, sont là pour le démontrer. La Chine a su bien gérer la pandémie et le nombre de décès est très réduit par rapport à celui d'autres pays en Europe et dans le monde. Selon vous, pour quelles raisons est-ce que les pays occidentaux et les pays asiatiques ont adopté des mesures aussi différentes et comment jugez-vous cette attitude face à l'épidémie, face au contrôle et la prévention de l'épidémie? On s'est interrogé sur cette question, évidemment, puisque pas toutes les mesures forcément qui ont été adoptées en Chine peuvent être adoptées en Suisse ou en Europe aussi. On a identifié quelques différences fondamentales que je pense peuvent expliquer ces différences. Bah, tout d'abord, il y a déjà une différence politique en Chine, en Vietnam, dans d'autres pays d'Asie. On se trouve dans des pays socialistes, donc où le gouvernement a plus à cœur peut-être que dans les pays capitalistes la santé de la population, les droits de la population, et donc évidemment on met par exemple la santé de la population devant les profits des grandes entreprises, des grands patrons. Là, en Suisse, typiquement, ça a posé problème quand il fallait fermer des activités économiques, puisque les grands patrons risquaient de perdre de l'argent. En Chine ou en Vietnam, cela n'a pas posé problème, puisque le gouvernement avait évidemment le contrôle de la situation. Il y a ensuite des différences économiques qui sont importantes aussi. En Suisse, on s'est trouvé dans une situation d'anarchie du marché où les approvisionnements économiques n'étaient pas assurés par le système économique, alors qu'en Chine, par exemple, le rôle des grandes entreprises d'État, le rôle du secteur public, beaucoup plus important qu'en Suisse, a permis de faire face de façon plus efficace à la pandémie. Ensuite, il y a aussi des différences qui sont, je dirais, d'ordre plutôt culturel et social. Évidemment, les sociétés européennes, les sociétés asiatiques
ont des différences très marquées. Il y a un respect de l'autorité qui est différent. Dans notre pays, par exemple, il est beaucoup plus difficile d'admettre de suivre de façon si fidèle, peut-être aussi les indications qui arrivent de l'autorité. Mais il y a une différence aussi de type social, du tissu social qui est beaucoup plus fort encore dans les sociétés asiatiques en Suisse ou en Europe, où les sociétés individualistes, néolibérales, fondées sur l'individu, sur la compétition entre les individus, ne supportent pas des formes de collaboration, de solidarité qui ont été, par exemple, bien mises en évidence dans les pays asiatiques pendant la pandémie. La question de la distribution des vaccins a suscité de nombreuses inquiétudes et certains pays accumulent les doses vaccins contre la Covid et restreignent les exportations des vaccins, ce qui rend l'accès vraiment difficile pour de nombreux pays en développement, surtout les pays en Afrique. Et comment expliquez-vous cette situation? On voit en ce moment, effectivement, le vrai visage de, de l'égoïsme impérialiste des pays occidentaux. Il y a véritablement une façon égoïste de gérer les rapports au niveau international entre les pays et aussi sur des questions fondamentales de santé entre les pays. Donc les pays occidentaux, ils sont effectivement en train de s'accaparer les doses de vaccins qui sont nécessaires, même pour vacciner les personnes les moins âgées, qui sont moins à risque, alors que dans le reste du monde, il y a des centaines de millions de personnes qui n'ont pas encore été en, en, en situation de pouvoir être vaccinées, même pas une fois. Donc c'est vraiment une disproportion et c'est vraiment une façon égoïste de traiter les autres pays du monde. Donc une façon de traiter et de régler les questions internationales qui est très différente, sur la base d'une solidarité réciproque, sur la base de parité entre les pays, sans que l'un puisse être prévalent sur l'autre, sans que l'un puisse dominer l'autre. Donc une façon de traiter les autres pays, les pays en voie de développement, très solidaire. En 2020, la Chine est devenue le seul pays à présenter une croissance positive parmi les principales puissances économiques du monde. Et pensez-vous que la situation économique s'améliore cette année et quel rôle joue la Chine dans la reprise économique mondiale et quelles mesures l'Europe a-t-elle prises pour relancer son économie? La reprise économique chinoise est une très bonne nouvelle pour l'Europe aussi. On sait depuis longtemps que la Chine est le moteur de la croissance mondiale, donc face à la pandémie, la reprise du système économique chinois est certainement une très bonne nouvelle. Les perspectives futures ne sont pas forcément si claires. On sait que avec la montée des cas en Europe, avec les incertitudes générales qui existent, avec les difficultés d'approvisionnement que l'Europe est en train de faire face, il ne sera pas évident d'avoir une reprise économique si forte et si facile dans les prochains mois, mais on y espère. Il est certain d'ailleurs que l'exemple chinois est à prendre en compte aussi sur certains aspects. On sait que par exemple le grand secteur public et le fort secteur public chinois a été essentiel pour la reprise économique, ce qui pourrait être un exemple et devrait l'être aussi en Europe. Et d'ailleurs, on sait par exemple le président Xi Jinping a décidé récemment a proposé de redistribuer majoritairement la richesse dans le pays, ce qui est un exemple à prendre en compte en Suisse, en Europe aussi, où il y a une disparité sociale et une disparité des richesses qui est croissante et qui a été accentuée encore plus par la pandémie. Donc il faut certainement regarder à ce qui se passe en Chine avec un certain intérêt. Merci monsieur pour votre analyse. Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne suite des programmes sur CGDN français.